Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Effectivement, pour travailler et échanger sur les 10 grands chantiers de la ville. 2020 va être une année véritablement pivot pour les villes. Au-delà des élections en France, on le voit, il y a une véritable pression des citoyens pour que les choses bougent. Et de l'autre côté, vous avez les enjeux technologiques. Et en même temps, il y a évidemment tous ces enjeux autour du financement. Alors, si on se projette à la fin du siècle, on sera entre 8 et 15 milliards selon les études. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que si on regarde sur les continents, cette croissance va être drivée très fortement par, en gros, l'Asie et l'Afrique, bien sûr, avec une perspective plutôt flat pour l'Europe et les États-Unis. Alors après, si on regarde les urbains d'un côté et les ruraux de l'autre, on le voit justement qu'aujourd'hui, les courbes s'inversent et qu'il va y avoir plus d'urbains dans le monde que de ruraux. Ça, c'est un phénomène historique qui n'existait pas avant dans le passé. Tout ça, évidemment, a une conséquence forte. Cette conséquence, c'est l'émergence des mégacities. Alors, il y en a une trentaine aujourd'hui dans le monde. Sur ces 30, le Hub Institute a déjà discuté avec 17 d'entre elles, c'est celles qui sont en jaune. Et puis, en 2030, on a 10 mégacities qui vont apparaître. Et comme vous pouvez le constater, elles sont très fortement positionnées en Asie. Donc on a aussi beaucoup à apprendre de ces villes pour essayer d'améliorer ici la vie en France. Alors je l'évoquais tout à l'heure, il y a malheureusement de moins en moins de budget public pour essayer d'accompagner les villes et de financer les villes. Et de l'autre, on a des attentes des citoyens qui sont de plus en plus élevées. Alors on appelle ça, nous, le triangle de la mort, ou le gap expérientiel, on va dire, entre ce qu'attendent les citoyens et ce que la ville peut malheureusement parfois offrir. Donc il faut travailler sur des solutions, il faut monter des partenariats et avoir une vision assez étendue de la ville pour justement essayer de connecter les deux contextes. Alors nous au Hub, on a voulu essayer de proposer de manière assez modeste un référentiel qui est tourné autour de 3 focus. Le premier focus, évidemment, ce sont les citoyens. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on fait et c'est vraiment de se concentrer sur comment les aider, les accompagner et trouver des solutions pour leur bonheur. On aura une intervention en fin de matinée d'ailleurs sur le sujet. Le deuxième, c'est la rénovation des infrastructures. Et là aussi, il y a beaucoup de discussions. Et on a 3 challenges des villes qui sont dédiés aux infrastructures. Et enfin, évidemment, c'est la gouvernance, évidemment nationale, la gouvernance locale et les métropoles. Du coup, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est d'accepter l'idée que non, nous n'étions pas dans un contexte de ville nouvelle, ce qu'on appelle d'un point de vue technique dans une logique de greenfield, avec justement ce qu'on voit souvent à la télé, ce qui se passe à Singapour, dans toutes ces nouvelles villes chinoises qui émergent de nulle part et qui ont cette capacité de designer une ville, la planification, de construire des infrastructures et puis d'attirer des citoyens. Nous étions il y a quelques mois à Songo en Corée du Sud pour voir justement cette ville nouvelle qui a émergé de nowhere. C'est plus des choses qu'on a des chances de voir en France ni en Europe. Et donc il faut accepter l'idée que nous sommes bien dans un contexte brownfield, dans un contexte de vieille ville, c'est le contexte pour toute l'Europe. Et donc du coup, on a organisé ces challenges dans un ordre logique. D'abord, gérer les citoyens qui sont là, travailler non pas sur la construction d'infrastructures pures, mais déjà sur la rénovation d'infrastructures, et puis travailler sur le réengagement, effectivement, avec les gouvernances locales, les mairies, les métros, et ainsi de suite. Toute dynamique qu'on prend au sein de notre initiative UpCities doit intégrer nativement et évidemment une logique smart, au sens pas uniquement connexion, mais intelligence, une notion évidemment de green et de développement durable et une notion d'inclusivité. C'est vraiment comme ça qu'on a bâti notre travail. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui du questionnement, du sens des choses. Et là aussi, cette notion de vivre ensemble peut être assez intéressante à travailler. C'est un des sujets qu'on abordera en 2020, la raison d'être. Voilà, la raison d'être des villes. Donc ça fait partie des vastes sujets que nous aborderons. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, après cette brève introduction, on a travaillé UpCities Initiative sur la forme suivante. La première de nos démarches, c'est véritablement un référentiel qui est disponible un peu partout, qu'on a imprimé, vous pouvez partir avec, et qui intègre la notion de ces 10 challenges. Ces 10 challenges organisés dans une logique brownfield, dans une logique vieille ville, avec tout d'abord les enjeux de mobilité,
les enjeux liés à l'habitat et à la vie de quartier, les enjeux liés aux quartiers d'affaires et aux zones industrielles, les enjeux liés au commerce des villes et aux périphéries, les enjeux liés à l'éducation, au sport, à la santé, à l'inclusion. Après, concernant le focus infrastructure, il y a évidemment tout ce qui est lié à l'efficience et au cost efficiency de la ville. Tous les sujets liés à l'énergie et l'environnement, et aussi, ça c'est une spécificité pour le coup vraiment européenne, c'est tout ce qui est lié au patrimoine, au tourisme, aux infrastructures existantes pour faire que nos territoires restent attractifs. Et on aura des interventions assez intéressantes cet après-midi sur le sujet. Et enfin, la logique de gouvernance avec la Safe City et la nouvelle gouvernance des villes, City as a Service. Alors, à ces 10 challenges, UpCities a travaillé sur, en gros, les 100 projets prioritaires pour aider, dans le cadre de la prochaine mandature, n'importe quel candidat ou n'importe quel maire ou élu, pour essayer d'avoir un référentiel qui lui permettrait de comprendre un petit peu où il en est par rapport au projet que nous, par rapport à notre benchmark mondial, on a pu identifier. Okay ? Donc ça, c'est vraiment les projets. Donc ça, c'était notre référentiel. La deuxième démarche qu'on fait et qu'on propose en open source, c'est une base de connaissances mondiales de cas, d'études et de solutions qu'on a identifiées et qui peuvent aider les villes. Dans cette base de connaissances, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié 300 solutions clés qu'on a organisées de manière politique. Pourquoi ? Parce qu'un mandat, c'est 6 ans. Et donc la question, c'est comment en 6 ans, on peut aider cette génération d'élus à faire un maximum de choses sur leur territoire. Du coup, on a sélectionné 100 solutions qui sont plutôt réalisables à court terme, de 1 à 2 ans, 100 solutions qui sont à moyen terme, et puis 100 solutions qu'on peut démarrer, qui prendront plus de 5 ans, mais qui seront intéressantes à développer. Il faut avoir cette vision politique, parce que c'est une logique aussi de prioriser les projets entre les attentes des citoyens et aussi ce que peuvent faire les élus locaux. Alors, quelques exemples sur ces projets. On a une longue étude qui sortira dans une semaine, mais par exemple, dans notre benchmark mondial, on a identifié des sujets intéressants sur la mobilité à Dunkerque, autour de la gratuité des moyens de transport. On a identifié à Annemasse des sujets intéressants autour du MAS, quelque chose d'assez précurseur d'ailleurs. À Singapour, ce qui était intéressant, c'était la densité du réseau de transport, avec des stations extrêmement rapprochées pour encourager la mobilité publique. Et puis, sur le challenge numéro 2, au niveau de l'habitat, une application citoyenne qui a retenu notre attention, qui est à Tel Aviv, qui est très très utilisée. On a identifié ici le Moulineau des sujets liés à la co-construction, vraiment vraiment innovant, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis des sujets liés vraiment aux nouvelles techniques avec Nexity sur les immeubles en bois. Voilà, donc on a la capacité de vraiment trouver des choses très intéressantes sur la partie habitat et vie de quartier. Sur la partie quartier d'affaires et zone industrielle, on a un cas assez intéressant à Vezin sur la gestion des risques industriels et à Bordeaux avec Darwin sur la réutilisation d'une friche. Et là, ils ont fait quelque chose de très très intéressant. Et enfin, et c'est aussi un cas, on sait que la France est bordée par beaucoup de côtes, donc il y a beaucoup de sujets autour des smart ports et autres, et Le Havre, là-dessus, a développé pas mal d'initiatives au sujet justement de la gestion de la data et l'optimisation des services autour du port. Alors, on a d'autres cas sur le commerce et cœur de ville. Alors à Belfort, une application qui permet du coup de faire son shopping directement dans les commerces de proximité. Et c'est l'occasion de pouvoir connecter les commerçants directement avec leur stock. Et Berlin, qui a fait un vaste plan de reconversion de tout un quartier. Je vous encourage vraiment à le voir. Et en Suède, là, c'est donc un centre commercial qui est dédié uniquement à des produits liés au recyclage. C'est assez intéressant dans une société de consommation qui est la nôtre de voir qu'il y a des initiatives de grande ampleur qui se mettent en place pour promouvoir des produits de seconde main. Sur la partie éducation, sport, santé et inclusion, on a retenu 2 initiatives pour l'instant. Donc une initiative en Charente-Maritime pour lutter contre les déserts médicaux qui met en relation des patients et des médecins. C'est assez intéressant à suivre. Et Rennes sur l'accessibilité. Donc là, vous aurez l'occasion de voir. C'est en fait une carte qui permet pour les handicapés de pouvoir se déplacer et de prévoir leur chemin en intégrant toutes les problématiques de frein qui pourraient les empêcher de pouvoir circuler librement. Donc ça, je vous recommande vraiment de le suivre. Et puis, on a sur la partie 6 infrastructure, donc les optimisations de flux à Utrecht,
Donc ça, c'était un cas qu'on a suivi de près parce que ça peut donner pas mal d'idées pour des villes en France. Et Agen sur le smart lighting, hein, qui est un sujet qu'on parle beaucoup puisque ça commence à se mettre en place dans pas mal de villes en France. Tout ce qui est éclairage intelligent des rues. Et Agen a fait un case assez intéressant. Alors sur la partie des énergies, on a ces poubelles qui sont sous forme de grid qu'ils ont placées à Baltimore, un peu partout dans la ville. Et puis Cascais au Portugal. Alors ça, en fait, ce sont des poubelles de tri. Donc les gens viennent directement eux-mêmes déposer les poubelles dans un seul endroit et derrière il y a tout un tri automatique qui est fait, ce qui permet de réduire fortement la tournée des camions poubelles et de réduire ainsi l'impact sur l'environnement. Ça nécessite évidemment la mobilisation des citoyens, mais c'est justement un très très bon cas de mobilisation. Alors Marseille, ça c'est sur les énergies et donc l'utilisation de l'eau pour générer en gros du chauffage urbain. Et il y a 2 cas différents qui ont été développés dans la ville et ça c'est aussi une piste assez intéressante pour toutes les villes côtières qu'on a retenues. Et enfin, le Challenge 8. Alors, le Challenge 8, ce qui était intéressant, c'est qu'on a découvert cette initiative à New York du Culture Pass qui a fortement encouragé justement la visite des musées, qui permet d'avoir un pass intégré complet dans la ville pour les locaux. Et puis, cette initiative autour justement des bus électriques, qui permet du coup, et là on l'a vu avec la Fondation Louis Vuitton, en créant ces lignes qui ne polluent pas grâce à des véhicules électriques publics, eh ben, on peut du coup étendre l'espace touristique au-delà du centre-ville et ainsi le dégorger. Donc on a une intervention tout à l'heure cet après-midi du président de Atout France sur justement le surtourisme et donc cette capacité à développer des infrastructures artistiques au-delà du cœur des villes peut être une piste intéressante pour le dégorger. On a le cas de Art et Éducation à Londres avec la Tate, que je vous laisserai découvrir. Et puis, en neuf, la Safe City et la résilience. Alors là, je me permettrai de faire une présentation en milieu d'après-midi sur une dizaine de cas liés à la Safe City, puisque c'est un sujet qui émerge pas mal et on a identifié pas mal de cas. Et ce qui est intéressant, c'est que Singapour utilise la cartographie, au lieu de l'utiliser uniquement pour les sujets de sécurité, il l'utilise aussi pour les sujets de santé, pour essayer de mieux gérer la prévention des épidémies. Et dans le cas de la dengue, justement, ils ont vraiment utilisé des outils cartographiques pour suivre la crise et essayer d'anticiper ces développements. On a eu l'occasion d'échanger il y a quelques semaines avec un des directeurs Smart City de Amsterdam. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas un enjeu de couverture smart de la ville, c'est juste un quartier autour du stade, donc le Cruyff Stadium, le stade d'Amsterdam de l'Ajax, où là, ils ont développé tout un smart quartier. Et ils ont mis les outils des grandes villes à un quartier dédié qui gère beaucoup de flux à des moments donnés très précis et moins après à d'autres moments de la journée. Et le cas est assez intéressant. On a fait une vidéo là-dessus. Elle sera dans le report. N'hésitez pas à la consulter. Et puis, évidemment, vous avez pu suivre le cas de Nice l'année dernière sur le POC qu'ils ont fait sur la Safe City à l'occasion du carnaval de Nice. Donc, je serai court sur ce point. Et enfin, la partie numéro 10, et là, c'est la notion de transparence. Donc, à Oslo, toute décision de budget est associée à un impact climatique. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on imagine dans la prochaine mandature, imaginez en France que chacun des élus, avant toute décision, intègre la notion climatique dans toute décision d'investissement, d'infrastructure et autres pour s'assurer qu'il n'impacte pas trop l'environnement. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ce que fait Oslo est vraiment précurseur, je pense. Il y a Dijon sur son centre de commande avec On Dijon et toutes les initiatives qu'ils ont pu faire. Donc, ils ont reçu beaucoup de prix, vous avez vu, ces 15 derniers jours. Hein, c'est pas un hasard, il y a eu beaucoup d'investissements là-dessus. Et Rennes, qui est assez pionnier depuis beaucoup d'années sur la participation citoyenne. Là aussi, il y a beaucoup de villes qui ont embrayé sur le sujet de la participation citoyenne. Je pense à Toulouse, à Bordeaux, avec qui on a eu l'occasion d'échanger directement. Et c'est des cas qui sont clairement à suivre. Vous l'avez bien compris, dans le cas des cas que je viens de vous présenter, qu'il n'y a pas de copier-coller possible pour construire la ville de demain. Chaque ville est différente, chaque ville a son histoire, a son avenir, et donc il est nécessaire de creuser ces sujets de manière particulière et personnalisée pour construire la propre map de chaque ville.
Voilà. La troisième étape, du coup, qu'on propose dans notre démarche, là aussi en open source, c'est la mise à disposition d'un radar qui permet du coup aux villes de suivre et de mesurer le nombre de projets en cours sur les 10 challenges de la ville. Donc l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir suivre au fur et à mesure du temps le nombre de projets en cours et ceux qui doivent se mettre en place, qu'ils soient courts, moyens et long terme. Ça permet, dans le cadre de la Monature, d'avoir un suivi en temps réel et d'avoir une image assez synthétique de l'état des chantiers de l'innovation urbaine qui est en place. Ça, c'est sur le côté quanti. Et sur le côté quali, on propose un autre outil qui est une matrice d'avancement. Et on propose du coup, associé à ces 10 challenges et les 10 projets, en gros, un système feu vert, feu orange, feu rouge, pour permettre de manière synthétique de voir comment les projets avancent et permettre ainsi aux décideurs publics de pouvoir avancer avec ses partenaires de manière extrêmement rapide. Voilà. Tout ça ne peut se faire, en gros, qu'avec une communauté de l'innovation urbaine. C'est tout l'enjeu et tout le sujet de notre communauté. Et l'idée, c'est de travailler ensemble entre métropoles, entre villes innovantes. L'idée, c'est de construire ensemble cette roadmap la plus complète possible de la transformation urbaine pour avoir des villes et des territoires voilà, les plus smart, les plus green et les plus inclusifs. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.